Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations de ce 20h. Mission de haut niveau de la CEDEAO à Conakry, conduite par Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Le président Alassane Ouattara tête de la délégation pour signifier à la junte les décisions prises à Accra. Les dirigeants ouest-africains ont eu des échanges avec le colonel Doumbouya sur le délai de la transition et les sanctions contre les militaires au pouvoir. C'est un investissement de 308 milliards de francs CFA dans 15 mois. La côtière sera toute neuve. Le Premier ministre Patrick Kachi lance les travaux de rénovation de cette route à partir de San Pedro. Le gouvernement répond ainsi aux besoins des populations qui attendaient depuis des années. Avant le lancement, le Premier ministre a rencontré les chefs traditionnels de San Pedro. Journée de la solidarité à Boisseau, un appel à l'union et à la paix est lancé dans le sud Comoé. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté aux côtés des populations, Miss Belmondogo, a remis de nombreux dons à 4 structures caritatives de la région. Elle a aussi octroyé un prêt à des femmes afin d'initier des activités génératrices de revenus. Et puis en Algérie, les drapeaux seront en berne pendant 3 jours. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 84 ans. Il quitte le pouvoir en 2019 après 20 ans. Abdelaziz Bouteflika avait connu ces dernières années plusieurs problèmes de santé. Ce soir, je vous propose une aventure impériale. De ce qu'il convient de retenir de l'histoire, c'est sous lui que l'Empire du Mali a atteint son apogée. Il est reconnu comme l'homme le plus riche de tous les temps. Dépensier, l'opulence du pouvoir, les frasques dorées de Mansa Kankou Moussa ont conduit à son déclin. Un auteur nous replonge dans ce Moyen-Âge africain dans une narration dynamique. Découvrons sa prise de pouvoir, ce fameux pèlerinage à la Mecque pour aboutir à l'effritement de l'Empire. Isiaka Diakité Kaba est l'invité de la page culture, auteur du roman historique Mansa Kankou Moussa, grandeur et déclin. Bonsoir Isiaka Diakité Kaba. Bonsoir. Alors Kankou Moussa, on situe son règne à peu près à quelle date de l'histoire? Kankou Moussa est venu pratiquement après Soundiata Keïta, son aïeul, disons au XIVe siècle, pendant le Moyen-Âge africain. D'accord, on va en reparler avec vous dans une trentaine de minutes. Merci. Merci. Le président de la République était hier à Conakry, en Guinée. Il a regagné Abidjan dans la soirée après avoir pris part avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, à une mission de haut niveau de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a rencontré les acteurs politiques du pays, notamment le CNRD au pouvoir. Jérôme Kofi Abolin. Un bref séjour du président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi 17 septembre 2021, dans la capitale guinéenne pour une mission de haut niveau, toute aussi brève parce que n'excédant pas une journée. Mission conduite par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, en tant que président en exercice de la CEDEAO. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique en Guinée, tenue 24 heures avant la réunion de Conakry. Des décisions comme la tenue des élections le plus rapidement possible, au plus tard dans 6 mois, le gel des avoirs financiers des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille à qui il est aussi imposé l'interdiction de voyager. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes s'est bien déroulée. On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, collaborateurs. Et je pense que le CEDEAO, la Guinée, va trouver un moyen de marcher ensemble. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Akufo-Addo, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée pour votre accueil et votre hospitalité. Les présidents ivoiriens et ghanéens se sont aussi félicités d'avoir rencontré l'ex-chef de l'État de la Guinée. C'est le 5 septembre 2021 que le président Alpha Condé a été renversé par un coup de force mené par les forces spéciales guinéennes conduites par leur commandant, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya.
Et sur place en Guinée, le CNRD a organisé son premier point de presse ce samedi à Conakry. Les échanges avec la délégation de la CEDEAO ont été très francs et sincères, selon le colonel Amara Kamara, porte-parole de la junte qui animait la rencontre avec les journalistes. Concernant Alpha Condé, il a rappelé que les présidents ghanéens et ivoiriens ont pu le rencontrer. L'ancien président restera en Guinée dans un lieu choisi par le CNRD sur le délai de 6 mois demandé par la CEDEAO pour organiser les élections. Les militaires évoque plutôt une concertation en cours avec les Guinéens pour décider de la suite. Ici en Côte d'Ivoire, bientôt la fin du calvaire sur la côtière. Le Premier ministre a procédé ce samedi au lancement des travaux de rénovation de cette route. Un investissement de 308 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 15 mois et avant le lancement des travaux, dès son arrivée à l'aéroport de San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi s'est rendu à la place Saint-Pierre où l'attendaient les chefs traditionnels. Après la prise de Kola pour souhaiter la bienvenue, le chef du gouvernement a eu une rencontre avec les têtes couronnées. Patrick Achi leur a transmis le message du président Alassane Ouattara, un message de gratitude et d'exhortation à prôner la cohésion sociale et la paix. Et on s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire continue de renforcer son dispositif de lutte contre la Covid-19. 452 000 doses du vaccin Sinopharm réceptionnées par les équipes du ministère de la Santé. C'est la deuxième partie après le lot reçu hier vendredi. Ce vaccin renforce ainsi la capacité vaccinale de la Côte d'Ivoire. À Tiasalé Ndoussi, la santé des personnes du 3e âge préoccupe de bonne volonté. Dans une synergie d'action, elle vole au secours des seniors, une initiative qui a permis d'offrir des consultations et traitements de plusieurs pathologies à 1000 personnes. Walter Amadou Ouattara. Ces hommes et ces femmes, pour la plupart du 3e âge, sont issus des villes de Tiasalé, Ndoussi et Gboluville. Exposés aux maladies métaboliques et sans grands moyens financiers pour bon nombre d'entre eux, ils ne pouvaient rêver mieux que de se faire consulter au plan médical gratuitement. Ces personnes bénéficient de soins contre les maladies du cœur, le diabète, l'hyper- ou l'hypotension artérielle, ainsi que les problèmes neurologiques ou contre bien d'autres maladies. Je remercie tous ceux qui ont vraiment organisé cette visite médicale pour aider les populations. Le cadre de l'administration Sanogo Alpha, le député Charles Niaoré et l'ONG Fil d'Ariane auront donc réussi à permettre à près de 1000 personnes en situation sociale difficile de connaître leurs éventuelles maladies et de mieux appréhender les traitements et conduites à tenir. Ce n'est pas évident pour nos parents ici, dans des localités telles que Tiasalé Ndoussi, d'aller à Abidjan. Ne serait-ce que d'abord payer le transport, payer la consultation, qui n'est pas toujours à la bourse de tout le monde. Nous voulons dire merci à cette organisation. On était le 15 juillet à Tiasalé, on a eu 356 personnes. Et là, nous sommes aujourd'hui en Ndoussi. On avait peur de ne pas avoir du monde parce qu'on se dit que l'école est un peu éloignée, mais dis donc, on s'est retrouvé avec plus de 350 personnes. Donc, ça s'est très bien passé. Reconnaissant, les bénéficiaires de cette action sociale n'ont pas manqué de le faire savoir. Par la même occasion, ils souhaitent que la tenue de cette activité médicale soit institutionnalisée à Tiasalé, Ndoussi et Gboluville. Journée de la solidarité à Boissou, un appel à l'union et l'appel lancé dans le sud Comoé. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté aux côtés des populations, Miss Belmondogo, a remis de nombreux dons à 4 organisations caritatives de la région et octroyé un prêt à des femmes afin d'initier des activités génératrices de revenus. Michel Bambo. 50 millions de francs CFA, prêts octroyés aux jeunes, femmes et autres associations de la région du Sud Comoé en cette journée dédiée à la solidarité. Également des vivres et des non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA pour 4 structures caritatives. Vous dire merci paraîtrait habituel, ordinaire. Cependant, aujourd'hui, plus que jamais, notre parole de gratitude à votre endroit sonne comme des sommes
de longévité et comme des sourates de réussite infinie. À l'origine de ces actions sociales, le Conseil régional du Sud Komoé, soutenu par ses partenaires financiers. L'engagement du Conseil régional que je salue montre à bien d'égards qu'il est au cœur des préoccupations des populations. L'initiative prise par le Conseil régional du Sud Komoé d'organiser une fête de la solidarité est, à mon sens, la déclinaison heureuse au niveau régional de l'entraide fraternelle et agissante que les Ivoiriens sont appelés à déployer entre eux dans la construction d'une Côte d'Ivoire solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire veut cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La marraine de la cérémonie, Miss Belmondo Dogo, se félicite donc de cette initiative. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté invite par ailleurs les populations du Sud Komoé au sens du partage et les bénéficiaires à celui de la responsabilité. Le gouvernement se tient disponible aux côtés de tous ceux et de toutes celles, personnes physiques comme morales, engagées à atténuer, voire à réduire les poches de vulnérabilité dans notre pays. À vous qui avez reçu les prêts ce jour, fructifiez-les, agrandissez vos entreprises en vue d'employer plus de personnes. C'est ainsi que vous pourrez rendre un grand service à notre chère patrie en évitant à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs de prendre la voie meurtrière de la Méditerranée ou d'emprunter toute autre voie d'immigration clandestine. La journée de la solidarité est à sa première édition à Aboissou. Elle traduit, entre autres, la volonté du Conseil régional du Sud Komoé de réduire considérablement la pauvreté dans la région. Et la question de l'emploi des jeunes et leur insertion professionnelle est aussi au cœur des préoccupations du gouvernement. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse y travaille. Une centaine de jeunes viennent de bénéficier d'une formation. Fatima Taouedraogo et Jena Toubé. 101 jeunes reçoivent leur certificat de fin de formation des mains du ministre Touré Mamadou. Ces filles et garçons étudiants dans différentes filières ont bénéficié de formations en marketing, management, gestion commerciale, comptabilité et hôtellerie. Des connaissances nouvelles qui leur donnent plus de chances sur le marché de l'emploi et des capacités entrepreneuriales. Cet acquis va me permettre de me lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir aider certains jeunes qui sont en quête d'emploi dans l'entreprise que j'aurai à créer dans l'avenir. C'est un acquis pour moi, cette formation, qui me permettra déjà après de faire mon cabinet en communication événementielle. La formation a duré 6 mois et assurée par un cabinet agréé. Elle s'inscrit dans le programme FCQ, formation complémentaire qualifiante, initié par l'agence Emploi Jeunes. La formation complémentaire qualifiante est l'une des 4 composantes essentielles de la politique d'insertion professionnelle du ministère en charge de la jeunesse. Aujourd'hui, le taux de chômage a considérablement baissé en milieu jeune. Il faut aussi que les jeunes eux-mêmes se mobilisent et qu'ils aient assez de flexibilité, qu'ils acceptent donc de se former. S'ils ont des formations de base qui ne leur permettent pas d'avoir du boulot, de travailler, ils peuvent retourner vers des formations complémentaires qui peuvent leur permettre donc dans d'autres métiers de travailler. Outre la FCQ, l'apprentissage, les stages de qualification et les programmes d'entrepreneuriat offrent aux jeunes de Côte d'Ivoire de réelles opportunités d'insertion professionnelle. Et dans l'actualité politique, le président du Sénat continue de mobiliser les populations du Grand Centre. Jeannot Aousou-Kouadio exhorte à une adhésion massive au RHDP. On le voit dans ce reportage de Kader Sogodogo. Il s'est rendu dans plusieurs villages. Jeannot Aousou-Kouadio continue sa tournée. Kwasi Kogonsukro, Fitesu, Kwakukro, Nda Ngesankro, Oufoué Kwadiokro et Sawa. Le président du Sénat est à la rencontre des populations. Il veut une adhésion sans faille de celle-ci au RHDP. Il présente les exploits de Alassane Ouattara depuis son accession à la magistrature suprême. Pour lui, les nombreuses infrastructures réalisées et bien visibles doivent achever de convaincre. Ce canton, le canton Gban, sur 33 villages, il y avait 3 villages qui étaient électrifiés. Aujourd'hui, nous sommes à 100% de villages électrifiés. Les châteaux qui ont poussé dans cette région, nous en avons 6 en l'espace de 10 ans. Alors qu'avant, il n'y avait que 2 châteaux d'eau. Les écoles,
Dans tout le département de Diévi, toutes les écoles sont tendues grâce au président Alassane Ouattara. Les hôpitaux, les centres de santé se répartissent, ça favorise l'égal accès aux soins de santé, le rapprochement des populations. Au niveau des collèges, les collèges de proximité, nous en avions 7 qui sont en construction dans le cadre du CDD. En politique, il s'agit de rassembler les populations autour de projets qui améliorent leur qualité de vie. Il s'agit de forger positivement l'esprit de ses concitoyens. À l'agenda de Jano Aousso Kouadio, d'autres localités à visiter. L'objectif reste le même, rendre le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, fort dans le grand centre. Le collectif des jeunes du RHDP initie une formation. Elle porte sur le leadership et les montages de projets. L'objectif est de leur permettre de se prendre en charge. Ahmed Traoré, Astou Touré d'Agnogo. Développer les talents majeurs pour la réussite des projets, apprendre l'organisation et le pilotage de projets qui permettront le cadrage et la structuration en termes de coûts, délais, risques et performances. Approfondir les connaissances en management d'équipe afin d'être un bon chef de projet. Ce sont entre autres les missions que se sont assignées le COJEL RHDP, collectif des jeunes leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP, première partie donc de la Côte d'Ivoire, qui n'a plus à démontrer donc cela. Et donc c'est à juste titre que le ministre Mamadou Touré a bien voulu donc associer son image à cette activité qui vise à la bonne formation donc de nos jeunes militants, à l'effet donc de mieux entreprendre et donc de saisir en un mot les opportunités qu'offre aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire à travers le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La relève d'un parti, c'est la jeunesse. Donc on a trouvé bon vraiment de mettre en priorité la formation des leaders. Parce qu'un leader mal formé devient un danger pour son parti et pour son peuple. Selon le COJEL RHDP, cette formation permettra de connaître toutes les bonnes pratiques concernant le leadership et le montage de projets. Cette structure entend parcourir toutes les contrées du pays pour contribuer à la formation des jeunes militants du parti. RadioSamo.net, une web radio, la première du Sud Comoé, dédiée au développement et à la cohésion sociale, émet depuis quelques jours. L'idée de sa création part de la volonté de fils de la région de créer un canal d'ouverture sur les opportunités de développement. Un programme divers est proposé et porté par les différentes couches sociales. On en parle avec Franck Quadio. Une recherche manuelle sur Internet et l'application est téléchargée. RadioSamo.net est le premier média en ligne de la localité du Samo. Pour le démarrage de l'antenne, le directeur des programmes est lui-même de la partie. Un média pour vulgariser cette zone du Sud Comoé, véritable carrefour commercial et pleine d'opportunités mais peu visible. L'idée a germé dans l'esprit de ce fils de la région. Avec le web, on touche même, on a des auditeurs aux États-Unis, en France, donc on est visible partout dans le monde. C'est très facile d'écouter en voiture, sur télévision, etc. Donc on a plus de choix avec ce mode de transmission que si on passait par du... Quelques heures auparavant, coupure de ruban et visite des locaux. Les forces vives mesurent bien l'impact d'un tel média. On a gagné sans radio. Ça fait plaisir que Samo aussi gagne radio. La radio va apporter beaucoup de choses à Samo, surtout développement et vraiment beaucoup de progrès. Le maire Jean-Paul Amétier qui dit Benoît dit Samo, donc il est heureux et je pense qu'il fera tout ce qu'il pourra pour aider pour que cette radio aille de l'avant. Satisfaction aussi pour les partenaires, dont Désiré Begré, président de l'association Les Amis de San Pedro, qui salue l'initiative. Le projet est appelé plus tard à se décliner en Média Web TV. Pour la Côte d'Ivoire prépare activement la Coupe d'Afrique des Nations. La ville de Korogo a de quoi répondre aux besoins des invités qui vont suivre la compétition. La cité du Poro accueille 4 équipes. Les complexes hôteliers LCHR sont dignes d'accueillir la CAN. Le président du comité d'organisation, François Amicha, et son équipe ont pu le constater. Une tournée pour voir l'évolution de tous les travaux initiés dans les villes. On voit l'étape de Korogo avec Amy Sissoko.
identifier les hôtels susceptibles d'abriter les délégations officielles de la compétition. C'est à cela que s'est attelé le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN, François Amicha et son équipe, dans la capitale du Poro, Korogo, lors de sa deuxième journée de visite. Elle intervient après celle des infrastructures sportives et des sites d'hébergement. La visite des complexes hôteliers comme Iris Mokorogo 4 étoiles, la Rose Blanche 3 étoiles ou encore Hôtel Olympe avec plus de 50 chambres chacun et bien d'autres a permis à l'ex-ministre des Sports de constater des installations qui n'ont rien envié à ceux d'Abidjan car disposant des commodités qui répondent aux besoins de grands événements comme la CAN. Le président du COCAN et son équipe n'ont pas également résisté à l'envie de découvrir le cadre paradisiaque de l'écoferme de Lokoli, à 35 km de Korogo, dans le département du Sinématiali, dont ils avaient des échos. C'est un site touristique de 180 hectares en bordure de Bandama qui devrait également attirer les amateurs de loisirs pendant cette CAN. À Lokoli, des travaux sont en cours pour son extension comme dans bien d'autres hôtels à Korogo. Les plans en 3D donnent ici à l'équipe COCAN une idée de ce qu'il sera dans 9 mois. Cap sur le centre hospitalier régional CHR de Korogo pour se faire une idée du plateau technique. C'est le plus grand CHR du pays. Il abrite le SAMU et le centre de transfusion sanguine. Là aussi, il y a des travaux à faire. Seuls 17 bâtiments sur 52 que compte le CHR sont réhabilités, toutefois bien équipés. Des chambres de qualité, des blocs opératoires avec du matériel de dernier cri. On a jusqu'à des respirateurs ici. La réhabilitation totale devait donner beaucoup plus que ça. Parce que au niveau plateau technique, on devait même avoir un scanner, c'est annoncé. Pour l'heure, l'existant offre, n'est-ce pas, un certain confort et puis de la matière à prendre en charge les populations. Métronome de la Confédération africaine de football, les plateaux techniques médicaux des villes retenues pour la CAN, un vœu cher à François Amicha. Nous voyons que le gouvernement ivoirien a commencé à faire sa part et cela nous réjouit. Un événement, personne ne souhaite qu'il y ait des blessés ou qu'il y ait des incidents. Mais en tant que responsable, vous êtes obligé d'anticiper. Il ne faut pas attendre que cela arrive pour chercher des solutions. Et c'est pour cela que nous sommes assez exigeants vis-à-vis de ces infrastructures, vis-à-vis de ces structures, pour que le monde entier se rende compte que la Côte d'Ivoire, de son Excellence Alassane Ouattara, est une Côte d'Ivoire responsable, une Côte d'Ivoire solidaire. En attendant l'arrivée prochaine du matériel pour le renforcement du plateau technique médical, un chirurgien traumatologue et un médecin réanimateur sont déjà attendus au CHR de Korogo. Et dans le reste de l'actualité, l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est mort à l'âge de 84 ans. Les drapeaux seront en berne dans le pays pendant 3 jours. Au pouvoir depuis 1999, il quitte en avril 2019 après 20 ans. Sous la pression de l'armée et de la rue, l'ancien chef de l'État était resté retranché dans sa résidence à l'ouest d'Alger. Abdelaziz Bouteflika avait connu ces dernières années plusieurs problèmes de santé. Et on ouvre la page consacrée à la culture dans ce 20h. Le village de Nyagno Degwe à Gagnoa était en fête. Il s'y tenait la 3e édition du festival de danse et des arts, un événement qui vise à promouvoir la culture de la tribu Kapatro. La ministre Anne Désiré Oloto a exhorté à la cohésion sociale. Jean-Marc Djadji. Effervescence à Nyagno Degwe dans la sous-préfecture de Gagnoa. Des fils et filles du village exécutant les pas du Zagrobi, danse de réjouissance en pays BT. Le décor est planté pour la 3e édition du festival de danse et des arts de Gagnoa, FESDAG. Une plateforme qui valorise la culture de la tribu Kapatro et qui consolide les liens entre les populations. Fille du village de Maïdio, la ministre Anne Oloto, accompagnée des cadres de la région du Gor, a invité les 8 villages du Kapatro et du canton Niabré au rassemblement et à la paix. Il y a un message à faire passer, l'acceptation de l'autre dans la différence, en dépit de nos divergences religieuses, politiques et sociales. Quelles que soient les divergences idéologiques,
quelles que soient les divergences religieuses, politiques ou autres, il importe que nous puissions apprendre à être d'abord frères et sœurs. Nous avons la même histoire, nous avons les mêmes réalités, les mêmes difficultés et le même destin. Les précédentes éditions du Festival de danse et des arts de Gagnoa FESDAG se sont tenues dans les quartiers de Garayo et de Barouyo, dans la commune de Gagnoa. On change de région. Les populations du département d'Alépé se sont retrouvées pour promouvoir leur culture. C'était lors de la commémoration de la génération Agré Gobé Mouo, une célébration autour de la cohésion sociale et la paix. Erigoré. 30 années se sont écoulées, les enfants nés en 1990 ont grandi. Ils sont devenus des hommes et des femmes. La promotion 1990-1991 marque d'une pierre blanche son trentenaire. Les membres de la génération Agré Gobé Mouon veulent à travers cette commémoration promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers la culture Gwa. Afin que nous redevenions le peuple pacifique, uni, s'inscrivant dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a de réunir tous les Ivoiriens. Ici, la tradition fait corps avec le modernisme. En témoigne la présence des prêtres venus pour bénir la cérémonie. C'est Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam, qui a été choisi pour parrainer l'événement. Il a félicité les organisateurs et a dit sa joie. Je suis ici chez moi, à Ngoko. Je suis heureux de venir découvrir ce beau village dans cette belle région qui a tant de richesses et de potentialités au plan touristique, au plan agricole et au plan de ses ressources humaines à travers ses fils et ses filles et ses cadres que nous avons vus. Au plan de l'organisation sociale, au plan de la gastronomie, cette région a une gastronomie riche et variée qui fait sa renommée et le plat le plus célèbre est le biokosse. Au plan de la culture, j'ai noté les belles danses qui nous ont accueillis. Il ne m'a pas échappé également que l'une des danses les plus connues, le Fokwe. Les fêtes de génération nous permettent de faire étalage de nos richesses culturelles et de nos danses. Avant de prendre congé de ses filleuls, le parrain a offert du matériel médical pour améliorer le plateau technique du dispensaire. La méga star du reggae, Koné Seydou dit Alpha Blondy, honoré par la France. L'artiste ivoirien est fait commandeur des arts et lettres dans l'ordre du mérite de la République française. Il est distingué pour sa contribution dans la promotion de la langue de Molière dans le reggae. De nombreuses personnalités du monde politique et artistique ont pris part à la cérémonie à la résidence de l'ambassadeur. On le voit avec Issa Tionayo. Cocody, résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Un parterre d'invités constitué de personnalités politiques, d'artistes et de proches. Bref, personne ne voulait se faire compter l'événement. La distinction de la méga star du reggae ivoirien, Koné Seydou, dit Alpha Blondy, par la France. Il est élevé au grade de commandeur des arts et lettres dans l'ordre du mérite de la République française. Un très beau voyage dans l'espace, c'est le voyage de la transformation d'Alpha de Seydou Koné en Alpha Blondy. Le monde entier voudrait rendre hommage à cet itinéraire, et la France notamment. La voix étreinte par l'émotion, le règlement ivoirien s'est dit honoré par cette distinction. De retour de ma conquête de l'Amérique ratée, c'est encore la France qui m'offre mon premier concert intercontinental. Premier voyage à Paris, première salle, le Zénith. À ma grande surprise, un Zénith plein à craquer, chantant Anjula en baoulé. Les scènes du monde entier me réclament. Les mélomanes et proches de l'artiste saluent cette décoration. Alpha Blondy, c'est celui qui a ouvert la porte à toute la génération qui suit. Le fait qu'il soit honoré aujourd'hui va ouvrir la porte à d'autres. La décoration qu'il a reçue n'est qu'une consécration du travail acharné, du travail sérieux, du travail assidu qu'il a fait. Quand nous l'écoutions à l'époque,
comprenait pas le sens réel de ce qu'il disait, mais aujourd'hui, à travers le temps, on a compris qu'il avait toujours une longueur d'avance. C'est une consécration pour Alpha Blondy, pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Pour la ministre Arlette Badou Nguessan Kwame, c'est la culture ivoirienne qui gagne avec cette reconnaissance. Au nom du président de la République, je voudrais dire merci à la République de France qui montre encore une fois le dynamisme et l'importance des relations qui lient nos deux pays. Et je voudrais aussi dire merci à Diaguer d'avoir hissé la Côte d'Ivoire à ce niveau culturel, au niveau international. Alpha Blondy, en 40 ans de présence sur scène, a glané plusieurs disques d'or et platine. Cette distinction a donc bénéficié de la voix des anciens du Solar System, groupe musical, la mégastar du reggae ivoirien. Isiaka Diakité Kaba, l'invité de la page culture, auteur du roman historique Mansa Kankou Moussa, Grandeur et Déclin. Merci d'être venu sur notre plateau. Je veux d'abord qu'on parle de la grandeur de l'homme. Il a donné de l'envergure à l'Empire. Il a annexé la cité-État, Gao, Tombouctou, les universités Sankoré. Est-ce qu'on peut dire que c'était un roi qui avait une vision claire sur la peau du Mansaya? Oui, c'est un personnage controversé. J'aime bien écrire sur les personnages controversés. J'avais écrit sur Samori Touré. Et Mansa Moussa est un personnage controversé parce que c'est le seul... on ne trouve pas de chant de louange des griots dédié à Mansa Moussa. C'est ce qui m'a poussé à explorer le personnage. Ce qu'on sait de lui à travers les masses médias, c'est que c'est l'homme le plus riche du monde. Mais au-delà de ce personnage et de ce sobriquet, l'homme le plus riche du monde, ce qui m'a attiré mon attention, c'est d'explorer pourquoi à l'intérieur de l'espace mandingue, il n'y a pas de chant de louange dédié à Mansa Moussa. D'accord, on va y arriver dans le fond. Alors justement, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, c'était quelqu'un qui avait une vision, surtout sur l'Empire, qu'il a quand même contribué à faire connaître, à faire grandir? Oui. Quand il a hérité de l'Empire, d'abord il a hérité de l'Empire après le départ de son oncle Aboubakari II, qui voulait découvrir l'océan. Et d'après, on sait maintenant qu'il y a aux Amériques, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, ça c'est une vieille histoire. On sait que avant Christophe Colomb, il y a une présence africaine aux Amériques. Est-ce que c'était Aboubakari II, parce qu'il est parti pour les Amériques? Oui. Il est vraiment arrivé? Oui, c'est la grande question, mais les recherches archéologiques montrent une présence africaine aux Amériques. Ça, c'est un grand débat, mais c'est un débat que les historiens ont exploré. Aujourd'hui, il y a des preuves archéologiques de l'existence de Noirs aux Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc quand Aboubakari II va découvrir l'Amérique, il dit qu'il va aller au-delà du grand océan, Mansa Moussa le remplace à la tête de l'Empire du Mali. Et c'est pendant son pèlerinage arrivé en Égypte, l'historien égyptien Al-Oumari, qui dit qu'il a eu un entretien avec Mansa Moussa. Mansa Moussa dit qu'il est empereur parce qu'il a pris la place de son oncle qui est parti découvrir, essayer de retrouver des terres au-delà du grand océan. C'est à ce moment-là qu'on a su que son prédécesseur est parti avec environ 2000 navires pour découvrir l'Amérique. Et pas précisément l'Amérique parce qu'on ne savait pas ce qui existait au-delà des terres. Il disait qu'il partait découvrir ce qui était après l'eau. Après l'eau. L'eau salée. Voilà. Et en nous, il y a une certaine histoire aussi qui a toujours fait croire que les Africains n'ont jamais eu cette expérience de navigateur, ce qui est archi faux. Oui, on l'a vu dans votre ouvrage. Alors, si Kankou Moussa, aujourd'hui, on retient de lui finalement, quand on évoque son nom, c'est qu'on dit qu'il était l'homme le plus riche. Oui, ça, c'est ce qu'on découvre quand on Google Mansa Moussa, et ce qui est curieux, c'est qu'en tant qu'écrivain de romans historiques, cette première façade ne m'a pas trop intéressé, parce que ça, c'est le buzz. Oui, il est le plus riche du monde.
comme on dit aux États-Unis, so what? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que des gens n'ont pas vraiment raison de le dire, surtout quand il part pour la Mecque, arrivé pour la seule étape de l'Égypte, dans la capitale, c'est-à-dire le Caire, c'est 10 tonnes d'or qu'il dépense. Ah si, parce qu'il avait quand même à sa disposition, l'empire du Mandingue était extrêmement riche, un espace qui s'étendait du Sénégal actuel jusqu'au Tchad. Il avait à sa disposition tout l'or, tout le cuivre, le sel, qui est une denrée aussi très importante. On a tendance à se focaliser sur l'or, mais le sel était une denrée importante. Et puis, l'Empire était un espace de commerce très florissant. Il y a les caravanes qui traversaient le désert, ainsi de suite. Ils prélevaient les impôts. Donc, forcément, en ces temps-là, c'était un empereur puissant qui avait suffisamment de moyens. D'accord. Franck Kouadio nous parle de votre ouvrage sur Mansa Kankou Moussa. On va regarder en résumé et on se retrouve. C'est l'un des personnages les plus denses de l'histoire des peuples de l'Ouest africain, mais de loin, l'un des moins connus, l'empereur ou le Mansa Kankou Moussa. Il accède au pouvoir en 1312 par cette tradition qui veut que le souverain en place désigne son dauphin lors de son voyage à la Mecque en terre sainte de l'islam, lequel pèlerinage fera la particularité du règne de Mansa Kankou Moussa, car il fera date avec l'histoire par un impressionnant étalage de richesses, avec par exemple une suite de 60 000 hommes et 12 000 serviteurs, ainsi que des tonnes d'or qu'il s'aimait partout sur son passage. Roi influent qui connaîtra hauteur et déclin, et c'est le sens même de ce roman historique proposé par Isiaka Diakité Kaba, enseignant ivoirien vivant aux États-Unis. Mansa Kankou Moussa, grandeur et déclin. L'auteur fait du personnage principal une figure vivante et pittoresque et aborde tous les aspects des questions de gouvernance. Les interactions sociales sont décrites dans l'œuvre et reflètent celles vivaces même aujourd'hui. Bref, 296 pages loin d'être achevées. L'auteur, concernant Mansa Kankou Moussa, en a encore à dire, plutôt à écrire sous la bille de son stylo. Alors, c'était un roi dépensier. On le sait, finalement, comme conséquence, il fait tomber pour plusieurs années le cours de l'or par rapport à l'argent. Mais quand il revient de son pèlerinage de la Mecque, à Niani, c'est la crise économique. Avec beaucoup de difficultés, il n'arrive pas à remonter les choses. Est-ce que c'est la faute à son fils, Manga, qui était le régent, qui n'a pas été à la hauteur? Oui, c'est une question complexe, d'autant plus que... quand il est parti avec toute cette quantité d'or et de serviteurs en Égypte, auquel le coût de l'or a chuté. Et le coût a chuté pendant 12 mois, même après son retour. Et le sultan s'était plaint à lui. Et le sultan s'était légèrement plaint à lui. Et il continue son pèlerinage à la Mecque. Pendant ce temps, son fils est le régent au Mali. Et la situation devient difficile parce que c'est un jeune régent qui n'arrive pas à gérer l'empire. Mais quand Mansa Moussa revient de son pèlerinage, il va conquérir Gao et Tombouctou. C'était ce qu'on appelle dans le temps des cités-États. Et il revient avec un architecte, Es-Saïli, un architecte andalou. Et quand il revient, il révolutionne l'éducation. Parce qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur le fait qu'il dépense, mais à son retour, il a apporté quelque chose. Il a apporté quelque chose, il a dépensé de l'argent pour construire ces fameuses universités, l'université de Sankouré qui existe encore, la grande mosquée de Djenné, la mosquée de style soudanais qu'on connaît. Je pense qu'on en a dans le nord de la Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Voilà. Donc, il développe l'architecture, l'éducation. Donc, se focaliser sur sa richesse, c'est un aspect du personnage. Mais le personnage a essayé de développer l'éducation, l'économie et la justice. Et on dit que l'Empire du Mali, en ce temps, avait une justice intègre. C'est ce que Ibn Battuta, le voyageur marocain, a dit. Donc, il a essayé de
il y avait quand même près d'1 million de manuscrits dans les bibliothèques de Tombouctou. En tant qu'enseignant, pour moi, ce sont des facteurs très, très importants. Il a développé l'éducation. D'accord. Et après son apogée, il y a eu le déclin. Il a fait face à un double problème. Un problème économique et un problème politique. Il n'y est pas arrivé. On n'arrive pas vraiment à comprendre comment Kankou Moussa n'a pas réussi, on va dire, cette transition, c'est-à-dire cette transmission du pouvoir. Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas réussi, parce que quand Mansa Moussa quittait le pouvoir, à sa mort, l'Empire était rayonnant. Maintenant, il y a des questions qui demeurent. Le mode de succession dans l'Empire du Mali a été un mode de succession. Il y avait toujours les royalistes à la fin du règne de Soundiata, les royalistes qui voulaient que la succession soit de la lignée de Soundiata, et il y a les chasseurs et les groupes traditionnels qui voulaient que celui qui est le plus méritant dirige l'Empire. Donc ces deux forces ont toujours fonctionné dans l'Empire. Alors, rapidement, une question, c'est que dans l'histoire, on a remarqué qu'il n'est vraiment pas chanté par les griots, alors qu'il avait, lui, un griot qui était issu de la lignée de Bala Faseke Kouyaté. Oui, mais c'est en cela le roman historique. Moi, j'ai introduit le personnage du griot dans le roman historique pour chanter Mansa Moussa. Mais après le règne de Mansa Moussa, dans la réalité historique du Mandingue, on ne chante pas les louanges de Mansa Moussa. D'un côté, certains considèrent, c'est ce que je pense, certains considèrent qu'il a gaspillé lors du Mandingue, donc on n'entend même pas parler. Et il ne mérite pas de louanges. Bon. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup, Isiaka Diakité Kaba. Je pense qu'on ne va pas tout dire. On va plutôt inviter à la lecture. C'est un ouvrage qui est très riche. Merci d'être passé dans la page culture ce soir. Merci. Et Isiaka Diakité Kaba qui a savamment repris une parole du sage qui, ici, à cette histoire de Kankou Moussa, c'est au sommet de la gloire qu'il faut se frayer un chemin de la défaite. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas à suivre juste après ce journal la grande finale de la télé-réalité 1 à 12. On verra qui est le vainqueur de l'édition 2021 de ce concours de chant. Dieu le voulant, on se retrouve demain.